l'After Foot sur RMC en simultané sur BFM Sport ou sur rmcsport.fr. Vous cliquez sur l'After, vous avez le son et l'image. Et François Manardo et Jonathan Macardy sont toujours là et on accueille Simone Rovera. Salut Simone. Ciao, buonasera, bonsoir. Bonsoir, meilleurs vœux, bonne année. Comment on dit bonne année en italien? Buon anno. Buon anno, voilà. Il faut bien que tu accentues le N. Buon anno. Buon anno. Ton italien, c'est tellement meilleur. Si tu fais un N court, Ouais, ça buon va anno. faire autre chose. Ouais. Ouais, non, ça va. Ah, mais d'accord. son italien, Bon, c'est je veux pas tellement savoir. meilleur que celui de Nicolas Villas, qui essaie tout le temps de parler italien, il n'arrive pas. C'est incroyable. Ouais. Et même en français, il a du mal aussi. Bon, ça va, il est parti Nico. en vacances, laissez-le Ciao, tranquille. Nico. Je suis pas sûr qu'il écoute. Simone, revenons ensemble si tu veux bien sur le résultat du soir en Serie A, ce match nul 1 partout entre l'Inter et la Fiorentina, ou entre la Fiorentina et l'Inter plutôt. J'ai envie de dire l'Inter qui, voilà, s'il avait encore une chance, pourquoi pas de jouer le titre, là ils se sont un petit peu plantés une épine dans le pied là ce soir. Alors, je pense qu'il faut déjà commencer à comprendre que l'Inter, si jamais a pensé à un certain moment de jouer les titres, c'était par erreur. C'était pas une équipe bâtie pour jouer les titres. Ce soir, elle a presque volé un point à la Fiorentina, qui a réussi à arracher le nul seulement dans les arrêts des jeux, après avoir dominé totalement ses rencontres en première mi-temps, en deuxième mi-temps. L'Inter a trouvé un but avec, comme d'habitude, Mauro Icardi. Après, un peu comme une petite équipe un peu provinciale, s'est mis tout derrière, chercher des contres. Elle a eu même des occasions en contre. Une équipe provinciale. 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 Ouais. Une petite équipe, voilà, en Italie on dit une provinciale, une équipe de Provence, c'est-à-dire une petite équipe qui va jouer contre les gros. Chez nous, une équipe de Provence, c'est l'Olympique de Marseille, hein, c'est la seule. Non, là c'est une grande équipe quand même, donc c'est pas la même chose. Non mais parce que la région Provence, bref, je te redonne la parole. Et donc l'Inter ce soir a montré encore une fois ses limites. Ça fait longtemps qu'elle montre ses limites. Sur les 5 derniers matchs, elle a fait 2 défaites et 3 matchs nuls en championnat. Elle n'arrive plus à marquer beaucoup de buts. Derrière, la seule qu'on peut dire considération positive, qu'elle arrive à incasser pas beaucoup. Il y avait encore des absents aujourd'hui. D'Ambrosio est blessé, Miranda est blessé, Ranocchia s'est blessé pendant les matchs. Donc c'est vrai que c'était une situation compliquée, mais l'Inter, on dirait qu'il a épuisé ses ressources, il a épuisé vraiment son essence, son réservoir. Et si jamais à un certain moment elle était devant tout le monde, c'était vraiment parce qu'elle jouait peut-être au 120% de son niveau. Elle était même au-delà de ses potentialités, de son potentiel. L'Inter est une équipe qui peut lutter pour la 4e place, qui doit arriver 4e. Faut rappeler que le mercato, il a pris 2 joueurs de la Fiorentina, un de la Sampdoria, surtout qui sont des équipes qui sont arrivées derrière l'Inter la saison dernière. On parle d'une équipe, l'Inter, qui arrivait 7e la saison dernière et qui cette année quand même reste en lutte pour une qualification directe en Ligue des Champions. C'est vrai que pour qui croyait à l'Inter à un certain moment de la saison, c'est une grosse déception, surtout pour la manière. Mais les vraies valeurs de l'Inter, c'est ça. Tiens, il y a Enzo, supporter de Naples, qui a fait le 32-16. Salut Enzo. Ciao, Salut Enzo. les gars, bonne année. Bonne année à toi. Bonne Et pour le coup, ce match nul de l'Inter, ça élimine au moins de manière définitive un concurrent pour le titre, pour les Napolitains. Définitif, c'est un peu tôt pour le dire quand même. Ouais, enfin là, ça commence quand même Ouais. à faire loin. Ça commence à faire loin, mais on va pas s'enflammer, il reste 19 matchs. Donc on va les prendre les uns après les autres. Ça, c'est un bon discours de foot. Ouais. Non, mais après, sinon, si on revient sur le Naples, si on centre sur Naples, c'est clairement la saison ou jamais. Je le dis depuis quelques mois. Pourquoi ? Il y a plein d'effets qui prêtent à penser que Naples va gagner le championnat. Du fait que déjà, ils n'ont perdu aucun match à l'extérieur. Sur la première partie de saison, c'est déjà quand même un gros point. Une défaite à domicile contre la Juve, c'est pas n'importe qui. On parle de la Juve, ils sont à un point de nous, mais on est toujours devant eux à ce moment du championnat. L'équipe, que ce soit le staff, les joueurs, le président, les supporters, ils sont surmotivés par le championnat. On l'a vu qu'ils ont laissé la Ligue des Champions, la Coupe d'Italie récemment. Donc il y a vraiment quelque chose ils sont vraiment tournés sur le Scudetto. Ouais. Ensuite, au niveau effectif, on va retrouver Arkadiusz Milic et Fauzi Goulam qui, mine de rien, c'est un gros manque sur le côté gauche avec la différence, elle est flagrante avec Goulam, avec ou sans Goulam. Hein. Oui, et encore Mario Rui, quand même, il dépanne bien et c'est là qu'on voit toute la qualité de Mauricio Sarri, c'est dans le fait de gérer son effectif. Même ceux qui jouent peu, ils sont concernés par l'équipe. Enzo. Je suis pas trop d'accord. Non, tu peux pas dire ça, Enzo, mais je te laisse finir, après je reviendrai. Mais là, non. Ah, d'accord, on verra.
Et donc après, dernier point, ça va être les matchs qui vont jouer, sachant qu'on va se déplacer au Milan et à l'Inter. Et le 22 avril, le match qui va certainement, à mon avis, décider du Scudetto, c'est au Juventus Stadium, le 22 avril. Enzo, là où Simone et moi on fait la moue, c'est parce qu'on a parlé ensemble plusieurs fois, c'est que le problème avec Sarri, qui est pour moi le meilleur entraîneur sur la scène européenne avec Guardiola, c'est qu'il fait pas assez tourner. Il a eu des recrues sur les 2 dernières saisons de très bonne qualité, mais le problème c'est qu'il joue toujours avec les 13-14 mêmes joueurs et qu'il les crève. Et je pense que le Scudetto l'année dernière, bon tu le perds parce que la Juve est forte, mais je pense que tu le perds aussi un petit peu parce que Sarri fait pas assez tourner son effectif. Moi quand je vois que tu es obligé de voir des matchs de coupe pour voir plus fréquemment Zielinski, ça m'interroge. Je me demande pourquoi Rogue a pas plus de temps de jeu sur des matchs qui pourraient sembler anodins. Tu jouais la Ligue des Champions, tu vas jouer la Ligue Europa. Tu vas quand même. En championnat, si tu veux gagner, tu peux pas rester à 13-14 comme ça. Et le problème, c'est que je me demande même à quoi ça sert qu'Inglese ils viennent cet hiver, parce que je mets quasiment, je suis quasiment sûr qu'il jouera des bouts de match. Ça c'est certain, ça va faire comme Pavoletti l'année dernière. Voilà. Il a pas joué un match. Ouais, la seule différence, c'était que Pavoletti, c'était un choix de Laurentiis. Inglese, apparemment, c'est Sarri qui le veut. Donc, ça change un peu les choses. Mais le risque, c'est de voir jouer Inglese et 5 matchs d'ici la fin de la saison, début de match, à la fin, 0-0. Après, sur tout ce que tu as dit, totalement d'accord. Et puis moi, dans le sens de l'histoire, je trouverais ça magnifique qu'il soit champion l'année où Marek Hamsik, le joueur le plus sous-coté, un des joueurs les plus sous-cotés en Europe, bat le record de Maradona, ça serait extraordinaire. Enzo, qu'est-ce que tu penses de la venue annoncée en tout cas de Zinedine Machache à Naples? Alors là pour le coup c'est un joueur toulousain, de ce que j'ai pu suivre sur les réseaux, sur Facebook, sur les réseaux napolitains. Il y a un jeune joueur qui est là prometteur, mais après on va dire qu'il est un peu inconnu au bataillon, il y a beaucoup d'interrogations. Après, c'est clairement un joueur pour l'avenir. On l'a vu avec Amadou Diawara, avec d'autres joueurs comme Marco Rogue. C'est des joueurs qui petit à petit vont se mettre au diapason de Sarri. Comme avec Kounas là maintenant. Tout à fait. Et c'est des joueurs qui sont en apprentissage et qui sont pour la saison prochaine, qui vont constituer le cœur de l'équipe, parce que il va y avoir des forts départs après cette saison. Mertens, Calderon. T'es sûr de ça? Qui partent tous? Quelqu'un va partir. Je ne sais pas, mais... Goulam. Mertens aussi. Goulam et Mertens. Mertens l'a annoncé, il a dit que Barcelone avait le sollicité, donc il a un peu préparé le terrain. Et puis Goulam à 60 millions, tu peux pas refuser quoi. Faut foncer, on trouvera tout aussi bon, même si actuellement c'est un des meilleurs latérales gauche d'Europe. Mais en tout cas, s'il prépare une partie de l'avenir de Naples avec Ounas, ok, j'achète. En partie, il y a un petit risque quand même sur la mise, mais j'achète. Avec Machache, oui. Après, ça peut être une bonne surprise. On le connaît pas. Enfin, moi, personnellement, je l'ai jamais vu. On le connaît trop. On le connaît. Ouais, enfin, Toulouse, mais oui, Marseille, il a quasiment pas joué parce qu'il avait été prêté. Ça avait été, ça avait été la cata. En championnat de France. Pour lui, tomber à Naples avec Maurizio Sarri, c'est peut-être la meilleure des choses. Ce dont on connaît de Machache, malheureusement, c'est pas le bon côté, quoi. Voilà. Il faut toujours donner une deuxième occasion ou une troisième occasion dans ce cas. Tu m'avais habitué à mieux, Simone. Tu dis Jonathan à Naples, tu les comptes sur les doigts de l'épreux, mais il fait pas tourner. Tu trouves quand même un club important, le milieu de terrain, une ambiance importante. Jorginho, Alan, Diawara, Zielinski, Rogue, j'oublie qui là. Non, tu laisses plus ou moins dire. Ils sont qualifiés dans toutes les compétitions, d'accord. Ils font l'Europa League, ils font évidemment l'Europa League et Serie A, mais la Serie A, t'inquiète pas que l'Europa League, ils vont vite s'en débarrasser. Il faut voir qu'est-ce qu'ils vont faire à l'Europa League. Pour être sûr d'être champion avec un effectif. Parce qu'ils sont à fond sur le Scudetto. Moi, je pense que c'est un dommage, vraiment triste de voir Naples renoncer à l'Europa League. Très bien qu'ils vont le faire. C'est une coupe européenne, c'est important. Naples, quand même. De se retrouver avec la Juve et qu'il est talonne aux gens comme devant. Tu sais très bien qu'ils vont gagner une coupe d'Europe, quand même, c'est important. Ils ont lâché la Ligue des Champions, les gars. Oui, mais en Ligue des Champions, ils l'ont lâché sciemment. En Ligue des Champions, Naples avait zéro chance. Regarde les compositions d'équipe. Regarde les compos d'équipe. Pourquoi? Parce qu'ils perdent à Feyenoord? Non, mais regarde les compos à chaque fois. Non, tu regardes la compo face au Shakhtar, premier match, il y a plein de remplaçants, même à City, tu joues avec des remplaçants. À un certain moment, tu te dis que Naples aurait pu mieux faire, mais probablement, elle ne voulait pas mieux faire. Donc, c'est Sarri même qui l'a dit. C'est même Sarri qui l'a dit. Je vois que les joueurs ont une autre mentalité quand ils jouent le championnat ou l'autre compétition. Peut-être ils croient plus. Ils sont en mission pour le Scudetto.
Voilà. Ils sont en mission, tous. On remercie Enzo d'avoir fait le 32-16 supporter napolitain en mission pour le Scudetto. C'est vrai que c'est quand même le seul championnat, Simone, le seul des 5 grands championnats où le titre n'est pas encore joué. Ouais, où il y a un vrai un point mano à d'écart mano. entre la Juve et. L'Espagne aussi, quand même. Tu rigoles ou quoi? Il y a encore un tout petit peu de suspense. Un tout petit peu. T'aimes bien te lamenter le suspense. Non, mais toi, quand même. il avait raison, Fred, tout à l'heure, arrête avec tout. l'Atlético. Bah oui, Il y a un mais- tout. Mais il est madrilène jusqu'au bout des ongles, le Fred. Qu'est-ce que tu veux pas? L'Atlético. Oui, C'est bah, le grand championnat Atlético, où il y a un vrai mano autant à que le mano. Real. Hein. Non, il est pas. Ça, Tu il rigoles dit ou ça, quoi? c'est un Bon, menteur. bah, arrête. Il est Real, il est pas Atlético. Il a son abonnement dans les 2 stades. Hein. Il y a un vrai spectacle, je trouve, dans le haut du classement en Italie, parce que Non, mais c'est là où il y a un vrai c'est duel. vraiment Un vrai duel entre la Juve et Naples. Tu as moins ce duel en Espagne, tu l'as pas en France, tu l'as en Angleterre. C'est mort, Le titre, là, il va à ouais. Manchester, ça on peut le dire après. Voilà. C'est City à 99,9%. En Allemagne, c'est réglé. Et sans les derniers mois, je pense je pouvais mettre même la Roma dans cette lutte. Après la défaite face à la Juve à Il Turin, se démerde pas Le mal, match là-bas, face du à Sassuolo. Francesco, au final. Hein. ça a montré quelques limites là aussi de la Roma. Même pour Di Francesco, c'est la première expérience dans un club important. C'est sa ville, la ville où il a joué, il a gagné. Donc il connaît l'ambiance, mais c'est pas si simple. Donc voilà. Et sur Di Francesco, il faut dire une chose. On n'a pas eu l'occasion de parler de Kana Nainggolan qui a fait énormément discuter l'Italie. Ah, oui. Très simplement, Nainggolan avait eu la très bonne idée de faire une vidéo en direct sur Instagram la nuit du 31, où il a dit je suis totalement bourré, j'ai joué à paddle avec mes amis. Il a utilisé des expressions blasphèmes en direct, et la Roma a pris une lourde sanction économique pour les joueurs. Il a été mis à l'écart des groupes pour ce match face à Atalanta, qui est quand même un match très important. Il y a un signal très fort de la Roma qui peut-être dans le passé, il avait un peu toléré certaines attitudes de Nainggolan, et là il mit vraiment le club devant tous. Devant les joueurs, voilà, et cherche. L'institution s'est faite respecter. Ouais, Voilà. Au bout de la 20e de fois, c'est un multirécidiviste, Nainggolan, François. Voilà. Armel l'a fait. Allez, on va accueillir Philippe Auclair pour parler de l'Angleterre désormais. Salut Philippe. Salut les gars. Salut. Ciao Philippe. Ciao. On s'est régalé dans le derby de la Mersey ce soir, dis donc. Victoire de Liverpool. Écoute, 2-1 face à Everton. oui, écoute. En cup. Et ce qui m'a un petit peu étonné, enfin bon, étonné et surpris, mais plaisamment, c'est le fait que Jürgen Klopp et Sam Allardyce avaient mis de grosses équipes pour ce qui est un 32e de finale. Alors certes, bon, c'est un derby de la Mersey, donc c'est toujours un petit peu à part. Un derby dans lequel Liverpool est depuis très très longtemps la force qui domine quand on joue à Anfield, mais le fait qu'on ait eu des équipes qui étaient quasiment au grand complet, mis à part Mohamed Salah qui avait fêté sa distinction de meilleur joueur africain de l'année, bravo à lui. On a assisté à un match qui, après 30 minutes un petit peu fadasse, a vraiment pris du rythme, et avec des buts absolument magnifiques. Et en particulier le but d'Everton, mais c'est pas ce but-là qui a permis à Everton de se qualifier, puisque c'est donc Virgil van Dijk. Et ouais, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui écrivent leur propre scénario. Tu fais ton début pour Liverpool. Tu le fais à la maison, tu marques devant le COP et tu marques dans un derby de la Mersey. Il avait un grand sourire à la fin du match, Virgil van Dijk. Ça se comprenait. Il était très ému, il était sur un nuage. Et, un début absolument parfait. Et confirmation, enfin c'est même pas une confirmation, c'est le fait que ce joueur, pour s'adapter maintenant à l'environnement des Reds, ça va être un atout tellement énorme, le fait d'avoir commencé de cette façon-là. Ça y est, il a mis tout le monde dans sa poche. Et un peu triste pour Everton. On sait que j'ai un petit point faible pour cette équipe-là, qui s'est battue crânement. Un but encore une fois magnifique de Sigurdsson, un très joli contre et un finish absolument incroyable. Mais les gars, je ne sais pas si vous voyez les buts que l'on marque en Angleterre en ce moment. Ouais. Mais, entre on a apprécié hier les buts entre West Ham et Tottenham. Le but de Obiang, le but de Son, le but de Jesse Lingard ce soir également pour Manchester United, qui a eu beaucoup de mal à dominer Derby County et a dû attendre la 84e minute pour marquer le premier but et se qualifier pour les 16e. Ça a été très compliqué. Non, mais on a vécu une belle soirée de FA Cup et j'espère que ça va être le prélude à un beau week-end de FA Cup, tout simplement. On a encore de gros matchs qui nous attendent de ce week-end, avec peut-être des possibilités de surprise, dirons-nous, comme c'est souvent le cas dans cette compétition.
On va avoir, je sais pas, il y en a tellement d'ailleurs. Je regardais, je me posais la question où j'allais aller demain. Je pense que je vais aller voir Fulham recevoir Southampton parce que ça se passe pas très bien pour Southampton et j'adore Fulham. Bon, voilà. Mais il pourrait y avoir beaucoup de surprises ce week-end. Là, pour l'instant, on s'est régalé avec Manchester United et avec Liverpool. Manchester United qui s'est imposé 2-0 face à Derby County, 2-1 pour Liverpool face à Everton. Est-ce qu'elle a autant de place que chez nous, cette Coupe de France là J'allais te poser la même question d'ailleurs, Simonet, pour l'Italie, mais c'est encore plus particulier, je crois, en Italie. C'est triste. Il y a deux ou trois choses que j'aimerais te demander, mais d'abord, Philippe, cette coupe en Angleterre, est-ce que c'est vraiment... Parce qu'on sous-estime un petit peu quand même le palmarès de Wenger ces dernières années, alors qu'il en a gagné 3 dans les 4 ou 5 dernières années avec Arsenal. Elle compte vraiment ou on s'en fiche? Elle compte énormément. Alors pourquoi on sous-estime le palmarès de Wenger justement de ce point de vue-là? Peut-être parce qu'il en a que trop gagné, va savoir. Non, mais simplement parce que c'est en effet, ça peut être perçu comme étant un lot de consolation. Le temps où la FA Cup était le trophée le plus important du football anglais est passé depuis un bon bout de temps. Ça ne fait absolument aucun doute. Et cette époque a existé. Il fut un temps où gagner la FA Cup, c'était plus important que tout. Avec l'importance prise par la Coupe d'Europe et la Ligue des Champions, avec le fait que les clubs privilégient les rencontres de Première Ligue, et donc parfois mettre des équipes qui ne sont pas nécessairement de la force habituelle dans ce type de rencontre, tout ça fait qu'il y a eu un certain désintérêt, mais je dirais désintérêt de la part des clubs de la super élite. Quand on commence à regarder ceux de la 2e, 3e, 4e division, et puis bien évidemment le football semi-pro et le football amateur, la ferveur est toujours là. Et en fait, quand je me souviens regarder en mois de mai dernier quelles étaient les statistiques pour les affluences dans ces matchs de FA Cup, tu te rendais compte qu'en fait ça avait repris de l'ampleur et qu'on avait aujourd'hui des foules records pour ce type de rencontres. Il y a qu'à voir l'atmosphère, l'ambiance formidable qu'il y avait à Anfield ce soir. En plus de ça, tu as cette chose magnifique. Bon, c'est toujours l'équipe qui a été tirée en premier qui reçoit, mais tu donnes toujours une de tes tribunes à l'équipe visiteuse. Ça veut dire donc que, par exemple, à Liverpool, tu auras eu, je sais pas, 9 000 ou 10 000 supporters d'Everton. Donc tu as une atmosphère absolument extraordinaire. Et ça conserve malgré la concurrence de la Première Ligue, malgré toute la hype qui entoure justement la Ligue des Champions et l'APL. Ça reste quelque chose de fondamental pour nous et qui prouve que le football, mais qui est basé peut-être, et ça c'est quelque chose que je vous lance le ballon, je vais faire la transversale, est basé sur le fait que le football anglais, le football professionnel, ce n'est pas une division, c'est 4 ou 5. Et donc, tu as une pyramide, tu as une vraie pyramide, et tu es au 4e niveau, tu es toujours avec des clubs qui vont avoir 10 000, 15 000 spectateurs au match. Donc, ça change tout. Je vous coupe, mais ça y est, c'est officiel. Boca vient d'officialiser le retour de Tevez à l'instant. Voilà. Bien. L'ancien de Juve, l'ancien de Manchester. Il est allé. Tiens, pour revenir juste sur cette coupe, pourquoi en Italie? Alors c'est quoi? C'est les 3 premières divisions seulement qui sont concernées par la Coupe d'Italie? Oui, pas tous les 3. Très particulier. Pas tous les clubs de la 3e division, seulement ceux qui sont accédés aux play-offs la saison avant. C'est mal organisé, c'est-à-dire c'est toujours l'équipe la plus forte qui reçoit. Donc tu as des matchs parfois avec, je sais pas, une Lazio, Cittadella, je fais un exemple, avec une équipe de 2e division qui joue face à la Lazio avec 10 000 spectateurs, parce que les supporters de la Lazio déjà sont pas très intéressés, parce que les supporters de grandes équipes ne considèrent pas vraiment la Coupe d'Italie. Si seulement quand ça arrive en demi-finale, donc c'est vraiment dans les dernières carrés que ça devient intéressant. Et le fait qu'il n'y a jamais cette excitation de vivre les petits poussés, qu'on peut dire à domicile, face à un grand, ça tue encore la petite magie qu'on peut avoir dans des matchs de coupe comme ça. Donc c'était déjà mal organisé en Italie. Dans les dernières saisons, a été encore pire avec cette grille de tête des séries où les grands jouent toujours à domicile. Philippe, tu voulais parler de Coutinho, je crois. Excuse-moi, je passe un petit peu du coq à l'âne. Du coq à l'âne, oui, mais c'est un petit peu bon. C'est pas le feuilleton de ce mercato, parce que je pense que ce feuilleton va s'achever avant le 31 janvier. Mais bon, je pense que tout le monde maintenant se fait à l'idée que Philippe Coutinho, après avoir failli partir à Barcelone l'été dernier, va partir à Barcelone
pendant ce mercato de janvier, ou à tout le moins un accord va être trouvé pour son transfert à la fin de la saison. Ce sera donc Coutinho sur on the way out, comme on dit ici, sur le départ. Et ça n'est pas une rumeur colportée par des sites à 2 balles. C'est quelque chose. Moi, ça fait quelques semaines, plusieurs semaines que j'entends parler. J'en ai parlé avec beaucoup d'autres, y compris d'autres personnes aujourd'hui. C'est sérieux. Le prix d'achat sera conséquent, 150 millions d'euros, ce n'est pas rien. Est-ce que ça sera une catastrophe pour Liverpool? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je crois que vous êtes d'accord, j'ai l'impression. Oui, bien sûr, Philippe. Et à un prix pareil, tu vends. Et de toute façon, moi, la sonnette d'alarme avait tinté lorsque j'ai vu le prix que Liverpool était prêt à mettre sur Van Dijk. Déjà l'été dernier, le prix qu'ils voulaient mettre sur Van Dijk était lié au transfert de Coutinho, peut-être pour Barcelone. Là, tu te dis, ils vont pas mettre 75 millions pour un défenseur central. Eux, dont 75 millions de livres, bien sûr. Eux, dont le transfert record auparavant était quand même Mohamed Salah. Là, ils n'ont pas tellement à s'en plaindre, à 36 millions de livres. Donc, c'est un choix qui a été fait par Liverpool et un choix qui, à mon avis, se défend complètement. Ça rééquilibre l'équipe. Oui, ça va rééquilibrer l'équipe. C'est un super joueur, c'est un joueur magnifique que Philippe Coutinho. On est tous d'accord là-dessus. Techniquement, c'est génial. C'est un joueur qui nous offre énormément de joie, qui marque des buts superbes. Est-ce qu'il est totalement indispensable au succès de Liverpool? Quant à moi, je ne le pense pas. Je pense qu'il y a des joueurs plus importants que lui maintenant. Et s'ils pouvaient s'en acheter, parce que là, ils n'avaient pas de défense, mais ils ont une moitié de défense, ils pouvaient s'en acheter un autre. Oui. Après, là, tu commences à avoir. Et exactement, en plus de ça, Virgil van Dijk, il est bien évidemment qualifié, il va être qualifié pour la Ligue des Champions. Bien sûr. Ça n'est pas rien. Philippe Coutinho ne le sera pas, ou ne le serait pas pour Barcelone. Ce qui n'est pas non plus un détail. Et on peut s'attendre à ce que Liverpool... Il ne faut pas oublier également qu'il y a Naby Keita qui va arriver l'été prochain. Oui. C'est une équipe qui commence à avoir de la gueule. Il faut un autre défenseur central. Il faut un autre défenseur. Et puis il faut surtout un gardien. Oui, il y a une chose rapidement, Simone. Très rapidement. En Italie, dans ses vacances, j'ai croisé un très cher ami ancien de l'Udinese, très proche d'Alexis. Il m'a dit qu'Alexis aurait une offre de Liverpool en cas de départ de Coutinho. Et Liverpool est très intéressé à l'arrivée de Sanchez. Bon. Voilà, ça aussi, c'est pas inintéressant. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Merci. Avec grand plaisir. Ciao. On remercie également Simone d'avoir été avec nous malgré plaisir. Pas de soigneux. Malgré la petite trêve hivernale. Bonne soirée à toi. Dans un instant, puisqu'on parlait de FA Cup, puisqu'on parlait aussi un petit peu de Coupe d'Italie, on va parler de notre coupe à nous, la belle Coupe de France. Celle-là, il n'y a pas de doute. Elle compte énormément dans le foot français. Il y a plein d'histoires forcément au fil de 100 ans de Coupe de France et même 101 ans de Coupe de France, puisqu'elle a été créée en 1917, cette coupe. On va vous en raconter quelques-unes de ces belles histoires. On va aussi commencer à un petit peu passer au peigne fin les affiches du week-end de ces 32e de finale. On ne manquera pas forcément d'évoquer le nom du petit poussé de cette compétition. Il est en Ile-de-France. Tu sais qui c'est? Non. Je te laisse chercher. Plaisir. Allez, 23h23, l'after revient sur RMC BFM Sport. À tout de suite.